Dialogue, paix, prospérité partagée, les thèmes est au cœur du Forum mondial des civilisations qui s'est ouvert ce matin. La rencontre qui se tient en marge de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 réunit universitaires, acteurs culturels d'Afrique et d'Europe. Des organisations de la société civile du Mali, du Niger et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel sont réunies au mémorial Modibo Keïta à la faveur d'un symposium. C'est un prélude à la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'AES prévue en début de semaine. Des résolutions et recommandations qui y sortiront seront remises en guise de contribution aux trois chefs d'État. Asako Yir, association de santé communautaire de Yirimadio, passe à l'énergie solaire avec un investissement de plus de 55 millions de francs CFA. Les installations solaires ont été inaugurées par la ministre de la Santé et du Développement social. Cannes Maroc 2025, les Aigles du Mali cités parmi les outsiders ont reçu sur place à Casablanca le drapeau national des mains du ministre en charge des sports au nom des autorités de la transition. Siragatou Sissé nous dira les chances des Aigles du Mali en fin de journal. Très heureuse de vous retrouver pour ces 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le vendredi 19 décembre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Mahamadou Kouné pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir, Barakissa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de la Direction générale de la police nationale. La Direction générale de la police nationale a été créée par l'ordonnance numéro 04026 PRM du 16 septembre 2004 avec pour mission d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre des éléments de la politique nationale dans le domaine du maintien de l'ordre et de la sécurité publique et de prêter son concours à l'exécution des lois et des règlements. L'application de ce texte a révélé des insuffisances liées notamment à la militarisation de la police nationale en 2022 et à l'évolution de la criminalité, du terrorisme et de la cybercriminalité. Le projet d'ordonnance adopté corrige ces insuffisances et apporte les innovations ci-après. La mise en œuvre des stratégies de lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes, l'établissement des documents de voyage et d'identité sécurisés, l'exercice de la police judiciaire militaire et de la prévôté, la participation à la mobilisation et à l'emploi des réservistes, la participation à la défense opérationnelle du territoire. B. Un projet d'ordonnance portant création de la Direction générale de la protection civile. La Direction générale de la protection civile a été créée par l'ordonnance numéro 98026 PRM du 25 août 1998, modifiée avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et de veiller à sa mise en œuvre. La militarisation de la protection civile en 2022 et les insuffisances constatées dans l'application de l'ordonnance de 1998 ont rendu nécessaire sa relecture. Le projet d'ordonnance adopté prend en compte la réforme intervenue en 2022 et corrige les insuffisances à travers, entre autres, l'introduction de la promotion des activités de recherche dans les missions de la protection civile, la précision du commandement des opérations de secours et de sauvetage en cas de crise ou catastrophe, la participation de la protection civile à la défense opérationnelle du territoire, la participation de la protection civile à la mobilisation et à l'emploi des réservistes, la participation de la protection civile à la fourniture du renseignement dans le cadre des renseignements généraux, la participation de la protection civile aux missions de sécurisation. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au plan stratégique de développement de la météorologie et son plan d'action 2026-2030.
L'Agence nationale de la météorologie a été créée par l'ordonnance numéro 22004 PRM du 24 février 2012 avec pour mission l'observation et l'étude du temps, du climat et des constituants atmosphériques de l'environnement en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de contribuer au développement économique et social du pays par la fourniture d'informations et de services appropriés à tous les usagers. Au cours des 10 dernières années, elle a entrepris plusieurs actions structurantes dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la météorologie et son plan d'action 2018-2022. L'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action 2018-2022 a recommandé l'élaboration d'un nouveau plan stratégique de développement de la météorologie. Le plan d'action stratégique a pour objectif de positionner la météorologie nationale comme un pilier technologique de la durabilité et de la souveraineté du pays par la génération des informations climatiques et météorologiques fiables pour la gestion des risques, la sécurisation des infrastructures critiques et l'optimisation économique des secteurs stratégiques. Il s'articule autour de 3 axes stratégiques: la modernisation des infrastructures, l'optimisation des données et la montée en puissance des capacités, l'élaboration de prévisions axées sur les impacts pour une meilleure gestion des risques, la valorisation des services et l'optimisation de l'économie météorologique. 2. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la réunion des ministres chargés de l'énergie, des mines et du pétrole de la Confédération AES, élargie au Togo et au Tchad, tenue le 10 décembre 2025 à Niamey, au Niger. Cette réunion, précédée de la réunion des experts, tenue les 8 et 9 décembre 2025, avait pour objectif d'échanger sur l'opérationnalisation du pilier développement de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel concernant les projets contribuant à la souveraineté énergétique, minière et pétrolière. À l'issue des travaux, les ministres ont adopté le rapport de la réunion des experts avec des recommandations communes au secteur de l'énergie, des mines et du pétrole. Les ministres se sont également engagés à mettre en œuvre les actions prioritaires identifiées dans les secteurs énergétiques, miniers et pétroliers. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres A. Du lancement de l'initiative « Mon service public, mon engagement citoyen ». L'initiative « Mon service public, mon engagement citoyen » a pour objectif de mobiliser la jeunesse autour d'actions citoyennes concrètes en vue de la remise en état des infrastructures publiques du district de Bamako et de celles des régions à travers des activités de nettoyage, de peinture ainsi que de pose de fresques citoyennes. B. De l'organisation d'une journée d'appropriation des symboles de l'État par les jeunes citoyens. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a organisé le 17 décembre 2025, en faveur des jeunes citoyens, une journée d'appropriation des symboles de l'État. Cette journée avait pour objectif de mettre les jeunes au cœur d'une démarche participative pour découvrir, comprendre, protéger et valoriser ces symboles. 4. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 2e édition de la Journée mondiale des sols, tenue le 10 décembre 2025. Cette 2e édition, placée sous le thème « Des sols sains pour des villes saines », a mis en lumière le rôle d'une gestion durable des sols pour des villes résilientes, la biodiversité et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La Journée mondiale des sols a permis, entre autres, de renforcer la visibilité et de valoriser les innovations scientifiques et technologiques, de lancer officiellement une plateforme nationale multi-acteurs dédiée à la santé des sols, de diffuser des messages de sensibilisation sur le rôle central des sols dans la sécurité alimentaire et la résilience climatique, de distribuer des engrais subventionnés à 82 745 exploitants, dont 20 922 femmes, de surcreuser une mare dans la région de Kidal, de remettre 710 équipements agricoles à des exploitants. 5.
Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 46e session ordinaire du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, couplé au 35e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, tenue du 26 novembre au 6 décembre 2025 à Mazirou, au royaume de Lesotho. La délégation comprenait les représentants des ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de l'administration territoriale et de la décentralisation, de la justice et des droits de l'homme, des affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que de l'éducation nationale. La consultation avec le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a permis à la délégation de présenter les progrès réalisés, les défis et les perspectives en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant au Mali. À l'issue des échanges, le comité, qui se réjouit des avancées et des perspectives en matière de protection des droits de l'enfant, a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les autorités à faire face aux nombreux défis. En marge de cette session, la délégation malienne a participé au panel d'échange et de partage d'expériences sur la coordination, la mise en œuvre et le suivi de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. 6. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 4e édition des Journées du Poisson du Mali du 11 au 13 décembre 2025 à Bamako. Cette 4e édition a été un espace d'échange, de promotion, d'information et de sensibilisation sur la filière poisson et son rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Les Journées du Poisson ont été marquées, entre autres, par la foire exposition de différents types de poissons avec le savoir-faire des acteurs et des institutions, des conférences débats sur des thèmes d'actualité pour le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture, la remise de 200 tonnes d'aliments poissons dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réponse pour l'année 2025. B. Du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2025-2026. Cette vaccination vise principalement certaines maladies prioritaires du réseau de surveillance épidémiologique et d'autres maladies animales. L'objectif de cette campagne est de vacciner 83 426 958 têtes d'animaux et de volailles, conformément aux prévisions triennales du plan de campagne agricole harmonisé et consolidé pour réduire l'incidence des maladies ciblées. Le lancement officiel de la campagne est prévu le 26 décembre 2025 au marché à bétail à Cathédrale. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci bien Mahamadou Koni. Le budget 2026 de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO s'élève à un peu plus de 41 milliards de francs CFA contre 43 milliards en 2025, soit une réduction de 5%. Ce budget qui a été adopté lors des travaux de la 10e session ordinaire du Conseil d'administration de la structure servira à la réalisation de plusieurs projets dans le cadre de la réduction de la fracture numérique. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil d'administration de l'AGFO, les conclusions des travaux de cette session marqueront sans doute un tournant dans le fonctionnement de la structure en vue de l'atteinte des objectifs assignés. Reportage Mamari Kouni et Aliou Touri. L'année 2025 a été marquée à l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO par le renforcement de la gouvernance suite au rapport des structures de contrôle et de vérification. Depuis sa prise de fonction, le directeur général par intérim a engagé des réformes majeures nécessaires pour garantir une gestion saine, rigoureuse et efficace des ressources de l'agence. Parmi les mesures de réforme prises figure l'élaboration des avant-projets de textes réglementaires pour assurer un meilleur fonctionnement de l'agence, la rationalisation des dépenses afférentes au fonctionnement et à la réalisation des projets, la restructuration de projets de centres d'accès universel et de cases Wi-Fi,
le renforcement du cadre de collaboration avec les départements sectoriels et les acteurs du numérique, la réorganisation du travail à travers l'instauration des fiches de suivi et de traitement des dossiers. Et enfin, la priorisation de la tenue sur le plan local des sessions de formation transversales comme le budget programme ou l'accès ou le service universel. Cette 10e session du Conseil d'administration se tient dans un contexte marqué par de multiples défis, dont ceux relatifs à l'accessibilité des populations de certaines zones du pays aux infrastructures des technologies de l'information et de la communication. Les activités programmées par l'Agence au titre de l'année 2026 s'inscrivent en droite ligne de la réduction de la fracture numérique dans notre pays. À juste titre, il me plaît de vous rappeler que ces activités cadrent parfaitement avec le plan d'action du gouvernement 2025-2026 qui met un accent particulier sur l'amélioration du service et de l'accès universel aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication pour l'atteinte des objectifs de la digitalisation des prestations de l'administration publique amorcés sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Aussi, ces activités doivent être exécutées sous le contrôle de la tutelle, conformément aux ressources budgétaires qui seront autorisées par le Conseil et mises à sa disposition. Mesdames et Messieurs les administrateurs, pour l'année 2026, l'AGEFO a inscrit dans son programme d'activité les projets ci-après. Le projet d'extension de la couverture réseau dans certaines localités du Mali au compte de l'AGEFO. Le projet de mise en place de centres d'accès universels. Le projet de mise en place de cases Wi-Fi opérationnelles. Le projet de mise en place de cases numériques. Le projet de construction, d'aménagement et d'équipement des salles informatiques de l'ESICA et de 9 lycées publics de Bamako. Le projet de modernisation de l'administration par l'équipement de certains services stratégiques de l'État. Le projet de formation de 1000 jeunes dans le domaine de l'informatique pour améliorer leur employabilité. Et enfin, le projet de dotation en matériel informatique et accessoires des lauréats du diplôme d'études fondamentales et du baccalauréat session 2026. À l'ordre du jour de la session, l'examen de l'état d'exécution du budget de l'exercice 2025, le rapport d'activité 2025, le projet de budget 2026 et son programme d'activité. Le conseil d'administration a adopté quand même le budget de l'AGEFO qui s'élève à un peu plus de 41 milliards. L'adoption de ce budget déjà marque un premier pas pour la mise en œuvre des projets qui sont inscrits. Et c'est la première fois que l'AGEFO fait adopter son budget au mois de décembre de l'année. Donc, ce qui nous donne aujourd'hui suffisamment de temps quand même pour mettre en œuvre les différents projets qui sont inscrits dans le budget. Maintenant, pour ce qui concerne les recommandations, elles vont dans le sens de l'amélioration de la gouvernance au niveau de l'agence, de veiller à une exécution correcte quand même du budget et de travailler à ce que la mise en œuvre des projets puisse se faire avec l'ensemble des parties prenantes. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre a invité la direction à consolider les acquis et à poursuivre les réformes nécessaires. À l'entame de la 10e année d'existence de la structure, ces actions sont désormais inscrites en droite ligne du mode de gestion basé sur une logique de performance continue. Après Mopti en 2023, c'est Tombouctou qui abrite cette année la Biennale artistique et culturelle. Et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du président de la transition, qui a présidé hier après-midi au stade municipal de Tombouctou la cérémonie officielle d'ouverture. La culture, socle pour l'ancrage de la 4e République. C'est autour de ces thèmes qui compétiront dans plusieurs disciplines les 19 régions et les districts de Bamako pendant 10 jours. Suivons la synthèse du discours d'ouverture du Premier ministre avec nos envoyés spéciaux Mamari Kouni et Ali Outouri.
Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, un rendez-vous de brassage culturel, de vivre ensemble et d'hospitalité pour finir en beauté l'année 2025 consacrée à la culture par le président de la transition, chef de l'État. Au nom du général d'armée Assimi Goïta, c'est le premier ministre et chef du gouvernement qui préside la cérémonie officielle d'ouverture. Tombouctou, la ville hospitalière, se mobilise pour souhaiter la bienvenue au chef du gouvernement. Le stade municipal de Tombouctou ouvre ses portes aux délégations venues des 19 régions du district de Bamako et aux nombreux touristes qui signent leur retour dans la mythique cité des 333 saints. Une ville qui incarne, selon le Premier ministre, la résistance des valeurs face aux menaces de l'oubli, de l'extrémisme et de la division. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de la tenue de la biennale artistique et culturelle à Tombouctou, terre historique. C'est là un acte fort qui symbolise la résilience face à l'adversité. C'est affirmer que le Mali reste un pays debout, enraciné dans son histoire et tourné vers l'avenir. C'est également grâce à l'abdication du chef de l'État que le gouvernement de transition a ramené le 11 août 2025 les manuscrits de Tombouctou, tant réclamés par les populations, et symbolise l'amélioration substantielle de la sécurité nationale. Distingués invités, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement accorde une importance particulière à la promotion et au développement des activités artistiques et culturelles, socle du développement économique et social. C'est dans ce cadre que le plan d'action du gouvernement 2025-2026 met un accent particulier sur l'art et la culture qui constituent la vitrine de notre pays. Aussi faudrait-il le rappeler que c'est dans cette optique que M. le Président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025 année de la culture. Ainsi, pour la mise en œuvre du PAG 2025-2026, les principales réalisations porteront sur le développement et la protection du patrimoine culturel et artistique, le tourisme et l'artisanat. Pour le chef du gouvernement, la biennale artistique et culturelle est un acte majeur de développement économique, comme en témoignent les investissements consentis pour son organisation. Pour l'organisation, la présente édition de la biennale, le budget national a mobilisé sur les ressources propres plus d'1 milliard de francs CFA. En outre, des centaines de millions de francs CFA ont été dépensés dans la réalisation et l'entretien des infrastructures de base. Distingués invités, mesdames et messieurs, la biennale n'est pas seulement une fête des arts et des traditions. Elle est une mémoire vivante, un miroir de notre identité et un espace de dialogue entre les générations. Depuis sa création, elle a permis de rassembler les talents, de valoriser nos langues, nos musiques, nos danses, nos savoirs et nos imaginaires. Elle est un pont entre le passé et l'avenir, entre les terroirs et la nation. La biennale rappelle à chacun d'entre nous que le Mali est une mosaïque de culture, de rythme et de couleurs. Je voudrais saluer les populations maliennes ici présentes, les délégations venues de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Je souhaite également rendre un hommage mérité aux autorités de légitimité traditionnelles de Tombouctou pour l'accueil chaleureux et fraternel qu'elles ont réservé à l'ensemble des troupes, des artistes et des délégations venues de tout le Mali et d'ailleurs. Le Premier ministre a salué le lancement en 2024 du programme national d'éducation aux valeurs qui vise un retour aux sources pour l'avènement d'un avenir radieux. Placé sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du rayonnement culturel, la Biennale artistique et culturelle 2025 est perçue comme un levier de réconciliation nationale. Le chef du gouvernement a rendu hommage aux autorités et légitimités traditionnelles de Tombouctou pour leur implication.
À Tombouctou, le chef du gouvernement a rendu visite aux légitimités traditionnelles. Occasion pour lui de présenter les condoléances de la nation après le rappel à Dieu de Ben Essayouti, imam de la grande mosquée de Tombouctou. Et à marge de la Biennale Tombouctou 2025, s'est ouvert aujourd'hui le Forum mondial des civilisations sous les thèmes dialogue, paix et prospérité partagée. Il réunit universitaires, acteurs culturels d'Afrique et d'Europe. Le point de la cérémonie d'ouverture avec l'un de nos envoyés spéciaux, Bemba Sibi. La meilleure arme, c'est s'asseoir et parler, disait Nelson Mandela. Et à marge de la Biennale de Tombouctou, la cité du savoir, s'est ouvert le Forum mondial des civilisations, un cadre qui réunit universitaires, acteurs culturels et décideurs pour échanger sur les perspectives de paix et de prospérité qu'offre le dialogue. Cette initiative est salutaire parce qu'aujourd'hui, c'est des hommes, des chercheurs, des universitaires, c'est tout le monde dont se retrouve pour parler. Nous vous remercions pour l'initiative. Je crois que la Biennale est bien meublée, monsieur le ministre. Il me plaît de saluer les uns et les autres. Quand on se parle et s'écoute, les voiles tombent, les suspicions se dissipent et la compréhension s'installe. C'est d'ailleurs la force de la culture. La culture, c'est notre humanité en partage. Comment est-ce que, du point d'observation de Tombouctou, l'Afrique et le monde peut encore se retrouver pour discuter. Comment est-ce que nous allons prospérer ensemble? Comment est-ce que nous allons marcher ensemble? Le dialogue, la coopération reste la clé pour bâtir un futur meilleur, une prospérité partagée. La clé, c'est cela. Donc promouvoir, soutenir la diversité entre les peuples est le moteur pour s'assurer de lendemain meilleur pour l'humanité. Pendant 2 jours, les différents participants vont échanger sur 8 thématiques pour autant de panels. La rencontre va être sanctionnée par une déclaration finale. L'armée malienne compte désormais une nouvelle force. Elle se nomme les bataillons d'intervention rapide. Il s'agit des hommes bien équipés en moto qui peuvent intervenir à tout moment et dans les endroits impraticables. Une manière de répondre au mode opératoire des terroristes. Notre reporter Abdoulaye Sako a suivi la cérémonie de remise officielle d'étendards suivant son reportage. Les bataillons d'intervention rapide ou encore BIR, ce sont les nouvelles forces d'élite de l'armée malienne. Leur particularité, rapidité, mobilité et efficacité. Ils sont capables de frapper l'ennemi en un temps éclair avec une précision chirurgicale dans les endroits souvent inaccessibles pour les véhicules blindés et autres engins roulants. Les étendards ainsi remis aux différents commandants, la tactique militaire prend une autre forme car les forces armées maliennes ont plus d'un tour dans leur sac. L'environnement opérationnel est de plus en plus dynamique et la menace est multiforme. Face à cette menace, il devient impérieux et urgent d'adopter une posture de réadaptation constante. Ainsi, l'état-major général des armées revoit son dispositif toutes les fois que la situation l'impose. Depuis quelques mois, les terroristes appuyés par leurs sponsors étrangers s'attaquent aux citernes de carburant, aux moyens de transport de passagers et à des véhicules de particuliers sur les différents axes reliant la capitale Bamako aux autres régions du pays. En réponse à ces actes criminels, il a été jugé opportun de disposer de forces médianes à la dimension d'une grande unité opérationnelle dont les hommes sont assidûment entraînés, aguerris et professionnels, avec des moyens adaptés pour répondre à cette nouvelle menace de guerre. L'homme est le centre de gravité des autorités de la transition. Des militaires bien formés, capables de s'adapter à toutes les situations. Voilà la priorité du chef suprême des armées, déclinée ici par le chef d'orchestre. Depuis le début de la transition, sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, les forces armées maliennes ont connu une montée en puissance
extraordinaire. Les aspects les plus visibles par le grand public sont les équipements et les infrastructures. Mais la vraie transformation que nous avons connue, c'est la transformation de l'homme, du soldat malien. Son mode de recrutement, son entraînement et sa formation ont connu des évolutions pour s'adapter aux défis. Face à l'environnement géopolitique et sécuritaire qui évolue en permanence, il est impératif pour nous de poursuivre notre transformation, notre montée en puissance. C'est ce qui explique la création des bataillons d'intervention rapide. Ce type d'unité caractérisée par son agilité, sa légèreté et sa capacité à contenir les menaces. Ce que j'ai vu est rassurant. La lutte contre le terrorisme ne peut se gagner sans l'appui de la population. Le ministre chargé de la Défense invite les populations à soutenir leur armée. Le combat que nous menons est un combat difficile parce que notre adversaire se cache derrière le combattant visible. Il les recrute, il les forme et les engage contre nous. Donc pour arriver à bout de cet ennemi, c'est ensemble que nous allons réussir cette mission. Donc tout le monde a un rôle à jouer, les communicants, les organes de presse, vous devez jouer votre rôle en luttant contre la désinformation. La population de l'AS doit aider avec le renseignement, la coopération et nos armées sont issues de nos populations et nos armées sont là pour nos populations. Une embuscade tendue par les groupes armés terroristes a été correctement neutralisée par les éléments des bataillons d'intervention rapide. Un exercice qui met en exergue l'efficacité de cette nouvelle force d'élite. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, en partenariat avec l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, a initié une visite de terrain sur l'axe Bamako-Banazolé sur la RN7. La sortie des terrains a permis aux membres du CESEC d'apprécier les activités menées par l'ANASER. Aliou Abdoulaye Touri. Cette visite de terrain voulue par le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'inscrit dans le cadre de sa mission consultative et de veille. Nous avons eu l'occasion de visiter deux cars. Et dans le premier car, nous avons constaté un surnombre dans le car, ce qui est un grave danger parce que si le chauffeur donne un coup de frein, c'est les premiers qui vont en pâtir. Le directeur général de l'ANASER a édifié les membres du CESEC sur les matériels de sécurité routière, à savoir les radars, les alcotests utilisés dans le cadre du contrôle de la circulation. Aujourd'hui, nous avons choisi donc la route nationale numéro 7, qui est une route fortement fréquentée, à l'instar donc de la route nationale numéro 6. Nous avons procédé au contrôle de vitesse. Et malheureusement, il y a l'excès de vitesse. Et l'excès de vitesse concerne surtout les véhicules de transport en commun. Nous les avons évidemment verbalisés. Nous avons également procédé donc à des tests d'alcoolémie. Nous avons prodigué des conseils de sensibilisation. La présence de l'unité de la gendarmerie traduit l'engagement de la direction à lutter contre l'insécurité routière. L'insécurité routière reste le souci primordial de toutes les autorités de la société. Nous voyons aujourd'hui les pertes en vies humaines, les blessés, les dégâts matériels qui sont très élevés, qui constituent un souci pour toutes les autorités. La visite de l'équipe du CESEC a pris fin par un débriefing au ministère en charge des Transports sur les défis et les perspectives de l'ANASER. Un
Un symposium de 2 jours est réuni ici à Bamako au mémorial Modibo Keïta des organisations de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES. Penser et construire l'avenir de l'AES, innovation, intégration et souveraineté est le thème de cette rencontre. La déclaration assortie des résolutions et recommandations sera remise en guise de contribution aux chefs d'État lors de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES les 22 et 23 décembre prochains à Bamako, compte rendu Fadema Keïta. Avant-goût du 2e sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, ce symposium de 2 jours invite les organisations de la société civile et de communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, à faire des propositions innovantes et porteuses pour les États. Les sous-thèmes proposés, débattus par les experts en plénière, doivent contribuer à penser et construire l'avenir de l'AES à travers l'innovation, l'intégration et la souveraineté. En marge du sommet des chefs d'État, c'est pourquoi nous avons voulu prendre 4 thématiques, réfléchir en société civile, en communauté et faire des contributions à l'endroit du gouvernement. Ces thématiques sont essentiellement axées sur la mise en place d'un transport commun de l'AES, l'accélération et la contribution de la société civile dans l'animation de la banque de l'AES, la monnaie unique de l'AES, mais aussi et surtout les domaines culturels, artistiques dans l'espace AES. L'activité qui nous réunit ici est le cadre par excellence pour nous d'apporter notre contribution à cette dynamique sanitaire enclenchée. Réflexion scientifique des organisations des sociétés civiles des pays de la Confédération des États du Sahel, le symposium est un espace de proposition afin de bâtir une confédération progressiste et apaisée. Nous sommes ici pour partager nos expériences, nos expertises et nos visions afin de renforcer l'adhésion citoyenne autour des projets structurants de l'AES. Nous allons conclure avec la validation des recommandations à l'endroit de nous-mêmes, à l'endroit des chefs d'État, à l'endroit des autres pays aujourd'hui qui sont les voisins de l'AES, mais aussi et surtout nous allons adopter une déclaration dite la déclaration de Bamako des organisations de la société civile et des communautés. À travers ce symposium, les organisations de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, définissent une de leurs missions essentielles. Toujours dans la mouvance de la tenue de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'AES, les familles fondatrices de Bamako appellent à la mobilisation pour réserver un accueil des grands jours aux chefs d'État. Écoutons Bourama Soumano, porte-parole des familles fondatrices de Bamako. Il est au micro de Youssouf Diakité. Le patriarche Niaré et les familles Touré-Dravé lancent un appel à l'ensemble de la population de Bamako et environ, surtout la jeunesse malienne, puisqu'étant donné que Bamako, en particulier le Mali dans l'ensemble, est un pays d'hospitalité légendaire. Et Bamako abritera le sommet de l'AES qui reçoit des grands amis, frères et présidents du Niger et du Burkina. Donc, il demande à tout le monde de s'impliquer afin de leur rendre le séjour plus acceptable, comme on le connaît des Maliens. Et surtout, il demande à chacun de nous de leur réserver un accueil très, très, très chaleureux, en leur montrant qu'on occupe un espace, un peuple et un destin commun. Il leur souhaite la bienvenue et un très bon sommet au chef d'État de l'AES. Au Burkina Faso, le ministère de l'économie et des finances a tenu hier la 2e session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM. Au cours de cette rencontre, il ressort que le pays se porte de mieux en mieux sur le plan économique avec d'énormes acquis engrangés en termes de mobilisation des ressources au profit du budget de l'État. Salifou Belem et Romial Patrice Toé pour le compte rendu. Le département en charge de l'économie et des finances a mobilisé en mi-décembre 2025 plus de 3100 milliards de francs CFA au compte du budget de l'État. Le Fonds de soutien patriotique, quant à lui, a enregistré plus de 209 milliards de nos francs.
En début d'année, quand on fixait les objectifs, on trouvait que c'était très ambitieux, mais à l'arrivée, on s'est rendu compte qu'avec l'engagement et la mobilisation de tous les collaborateurs, nous avons pu atteindre, voire dépasser ces objectifs, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un taux de croissance qui va aller à 6,28%, qui est un taux quand même très important dans un tel contexte, et surtout la maîtrise des prix. Cette année, nous sommes à un niveau de déflation de 0,5%. Et quand on compare les prix en décembre 2025 avec les prix en décembre 2024, il y a eu une baisse généralisée de 0,5%. Des résultats encourageants certes, mais des défis restent à relever pour l'année 2026. Vous savez que le Burkina est en chantier. Actuellement, nous sommes en tout cas en train d'aller à un autre niveau. Avec la reconquête du territoire qui est en train de s'accélérer, il faut arriver à consolider l'offensive agro-pastorale et halieutique tenue par le ministère en charge de l'agriculture. Et nous devons travailler à mobiliser davantage de ressources pour soutenir ces initiatives. Vous avez aussi suivi le lancement de l'autoroute Ouagabobo, où les camarades présidents nous ont instruit de mobiliser 200 milliards de ressources souveraines supplémentaires pour donc la première tranche des travaux, la tranche 2026. Donc nous devons fournir les efforts dans ce sens. Vous avez aussi les initiatives présidentielles qui sont en cours d'exécution. Donc autant d'initiatives qui vont permettre de transformer qualitativement donc les conditions de vie des Burkinabés. Dr Aboubakar Nakanabo encourage alors ses collaborateurs à redoubler d'ardeur au travail pour la réussite de ces différents projets majeurs du gouvernement burkinabé prévus pour 2026. Au Niger, l'amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité demeure une priorité des autorités. Hier matin, à Bangoula, dans la région de Tillabéri, 300 logements sociaux ont été officiellement réceptionnés au profit de la Garde nationale du Niger. Cette initiative est portée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat avec l'appui financier de la Banque de l'Habitat du Niger. Compte rendu, Issa Ousmane et Suleiman Wali. Bangoula, commune rurale de Karman, région de Tillabéri. Il est exactement 10h du matin lorsque le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, représentant le Premier ministre, fait son entrée sur le site des logements sociaux de la Garde nationale du Niger. Ce sont 300 villas qui viennent d'être officiellement réceptionnées. Elles constituent la première phase d'un ambitieux programme de 882 logements sociaux destinés au personnel de la Garde nationale du Niger. La Banque de l'Habitat du Niger réaffirme son rôle de pilier dans l'accès au logement social. Grâce à des solutions financières adaptées, nous avons permis à des centaines de familles de la Garde nationale de devenir propriétaires. Pour faire de cette zone l'un des quartiers chics de la capitale, le ministère de l'Intérieur a procédé à la création d'un escadron polyvalent dont les travaux de construction vont bientôt débuter. Je lance donc un appel à l'État pour qu'il envisage une subvention pour cette première phase, afin d'assouplir les coupures mensuelles sur les salaires des bénéficiaires et de leur permettre une meilleure intégration. Au-delà des murs, ces logements symbolisent reconnaissance, stabilité et cohésion sociale. Il renforce l'engagement des hommes et des femmes de la Garde nationale au service de la patrie. Les logements que nous remettons aujourd'hui ne sont pas des simples constructions. Ils constituent de véritables espaces de vie, pensés pour favoriser l'épanouissement des familles, renforcer la cohésion sociale et garantir le bien-être des bénéficiaires. Par cette action, mon département ministériel réaffirme sa ferme détermination à poursuivre et à amplifier les programmes de logements sociaux en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés ainsi que les partenaires techniques et financiers afin d'offrir un nombre croissant de Nigériens un cadre de vie décent et sécurisé. À Bangoula, la refondation prend forme. Brique après brique, ces 300 logements sociaux ne sont qu'une étape, mais déjà un symbole fort. Celui des Niger qui reconnaît le sacrifice de ses forces de sécurité et investit dans leur avenir. Un toit, une famille, une nation renforcée. Quand le logement devient un acte de reconnaissance, c'est toute la République qui s'est construite. Dans
Dans la cité du Méguétan, le pacte de stabilité sociale et de croissance et son plan d'action 2023-2027 étaient au cœur d'une conférence pour appropriation. Les travaux étaient présidés par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fassou Koulibaly. Les détails avec Boubacar Sissoko et Adama Singari. Cette conférence vise à vulgariser le pacte de stabilité sociale et de croissance et son plan d'action 2023-2027. Ce document vise à renforcer la confiance mutuelle entre les partenaires sociaux, le gouvernement et le patronat pour parvenir à un climat social apaisé. Il vise également à promouvoir la croissance inclusive tout en garantissant des meilleures conditions de vie pour tous les travailleurs du Mali. Des progrès majeurs ont été réalisés depuis la signature du pacte le 25 août 2023. La séance de vulgarisation est inscrite dans le cadre du plan d'action. Un tel document demande à ce que ce soit approprié par l'ensemble des acteurs. Et cette appropriation passe par des séances d'explication, des questions et réponses pour permettre à l'ensemble des populations, à l'ensemble des acteurs concernés de s'approprier du contenu du document et de faciliter sa mise en œuvre sur le terrain. La bonne foi et la responsabilité des parties prenantes sont la clé de voûte de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. Cette conférence s'inscrit dans cette dynamique pour faire le point. L'objectif général du pacte de stabilité sociale et de croissance est de favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé, propice à l'émergence économique du Mali à travers une transformation structurelle de l'économie nationale. Le pacte est bâti autour de 7 chapitres, avec un préambule contextuel et un plan d'action quinquennal de mise en œuvre à partir des 139 recommandations issues de la conférence sociale dans le domaine du travail tenue du 17 au 22 octobre 2022 à Bamako. Quant au plan d'action 2023-2027, il est un cadre logique contenant des indicateurs et des activités avec des périodes de réalisation à court, moyen et long terme et structuré autour des actes suivants: le dialogue social, la liberté syndicale, la politique de rémunération, la promotion du secteur privé, la protection sociale et la santé et sécurité au travail. Les conférenciers ont porté un regard critique et objectif sur le document pour rassurer les syndicats que l'État et le patronat sont à pied d'œuvre pour un suivi correct afin que le plan d'action arrive à terme avec la réalisation des objectifs fixés à l'horizon 2027. Je l'annonçais au sommaire, la ministre de la Santé et du Développement social a inauguré hier les équipements solaires de Assakoyir, association de santé communautaire de Yirimadjo. Ces installations sont financées sur fonds propres de Assakoyir à plus de 55 millions de francs CFA et prennent en charge tous les centres. La cérémonie d'inauguration, c'est avec Koumba Sissé et Idrissa Traoré. Le centre de santé communautaire de Yirimadjo, Assakoyir, franchit un nouveau palier dans son développement. Sur fonds propres, l'établissement s'est doté d'équipements solaires d'une valeur supérieure à 55 millions de francs CFA. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation entamée il y a plus de 20 ans par la direction, la communauté et leurs partenaires. Pour Lassina Tembine, président de l'Assakoyir, cet investissement énergétique témoigne une fois de plus de l'engagement constant du personnel au service de la population. À la fin de l'année 2024, l'Assakoyir disposait d'un solde positif de 102 millions et avait pour ambition de construire un R+2 pour le relèvement du plateau technique. Cependant, la crise énergétique est venue bouleverser tous ces projets et nous avons dû acquérir pour ce faire un premier groupe électrogène à 14 millions, toujours sur fonds propres. Et ce groupe, sur capacité insuffisante, a été remplacé par un autre de 55 caviar. Le système de groupe nous coûtait mensuellement au moins 1 200 000 francs en carburant. Face à ces charges devenues insoutenables, du coup, la nature nous a contraints à opter pour une solution solaire. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a fait beaucoup d'énergie solaire dans beaucoup de nos structures. Si les structures même, à travers les ASACO, commencent à le faire, ce n'est qu'un plus. Et on les félicite parce qu'on a vu que le centre sera pris en charge 100% sur le plan énergétique. Et il y a même des réserves
Donc ça veut dire que quand on va penser à faire des extensions, ça ne va pas nous poser des problèmes. Le cas de l'Assakoyir est un exemple à suivre pour le renforcement des capacités techniques de nos centres de santé communautaires, dira le colonel Assaba Diallo Touré. Le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur a accueilli mercredi dernier à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou 150 migrants maliens rapatriés de l'Algérie et de la Tunisie. Le ministre Moussa Ag Atayer a annoncé des mesures d'accompagnement en faveur des rapatriés, nous dit Aliou Abdoulaye Touri. C'est aux environs de 18h que les 150 migrants maliens en provenance de l'Algérie regagnent le Mali à bord d'un avion de la compagnie Sky Mali. Ils ont été accueillis à leur arrivée par les autorités, dont le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Les 150 migrants maliens que nous recevons ce soir sont majoritairement refoulés d'Algérie et quelques-uns de Tunisie. Nous avons réservé cet accueil dans le cadre aussi de la Journée internationale des migrants du 18 décembre qui célèbre les migrants chaque année. Pour ce qui est de l'accompagnement, bien sûr, chaque fois que des migrants maliens sont rapatriés à travers ces vols organisés, pris en charge, il faut le dire, par nos partenaires de l'OIM, tout un dispositif est mis en place. Ce dispositif intègre l'accompagnement à travers des kits donnés par l'OIM, mais aussi un accompagnement donné par le ministère. Ils sont logés et pris en charge à la Cité des Maliens de l'extérieur. L'Organisation internationale pour les migrants, OIM, est venue apporter son apport au gouvernement du Mali. Ces migrants-là, nous les avons pris en charge depuis les pays où ils étaient. Et on a travaillé de concert avec les autorités maliennes, consulaires, pour essayer donc de retracer et de voir comment faciliter leur retour vers le Mali. Ces jeunes gens doivent comprendre qu'il y a le succès là où on va, mais l'histoire nous a démontré que beaucoup ont été d'une façon volontaire et involontaire revenus au pays. Ils ont réussi ce qu'ils n'ont pas pu réussir là où ils étaient. Donc ce n'est pas en tout cas une fatalité en soi. Cette opération s'inscrit dans la politique nationale de gestion de la migration, une politique qui privilégie une approche humaine et coordonnée en collaboration avec les partenaires. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a tenu hier sa 18e journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali. Placée sous le thème « Les échanges extérieurs du Mali, défis et opportunités », cette édition est marquée par des communications sur l'évolution des comptes extérieurs du Mali au titre de 2023 et 2024, les estimations de 2025 et les perspectives pour 2026. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. Les comptes extérieurs du Mali au titre de l'année 2024 font un état d'un solde excédentaire de la balance des paiements de plus de 347,5 milliards de francs CFA contre un déficit de 555,3 milliards en 2023. L'information a été donnée par le directeur national de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'ouverture de la 18e édition de la journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali. L'amélioration du solde global, passant d'un déficit de 555,3 milliards en 2023 à un excédent de 347,5 milliards en 2024, résulte principalement de deux facteurs. D'une part, la réduction du déficit des transactions courantes, due à la baisse des importations et des revenus d'investissement, et d'autre part, l'augmentation de l'excédent du compte de capital, notamment grâce aux investissements directs étrangers entrants et à l'accroissement du crédit commercial. Ces évolutions rappellent l'enjeu majeur de préserver un niveau suffisant de réserve de change, indispensable pour soutenir la valeur extérieure de notre monnaie et assurer la couverture des besoins d'importation des économies de l'Union. Le thème retenu pour cette 18e édition, les échanges extérieurs du Mali, défis et opportunités. Le département de l'économie accorde une attention particulière à l'évolution des comptes extérieurs compte tenu de leur importance stratégique pour des économies ouvertes comme la nôtre. Cette importance est d'autant plus marquée dans un contexte international caractérisé par des incertitudes persistantes, des tensions géopolitiques, la volatilité des marchés financiers et des prix des matières premières, ainsi que par des ajustements en cours dans les échanges mondiaux. Le thème retenu pour cette 18e édition offre un cadre pertinent pour analyser d'une part les contraintes qui continuent de peser sur les échanges extérieurs du Mali
et d'autre part les opportunités à exploiter afin d'améliorer durablement la performance externe de notre économie. Cette amélioration constitue un signal encourageant pour la stabilité externe de notre économie. Cette 18e journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali a été marquée par des communications sur l'évolution des comptes extérieurs du Mali au titre de 2024, les estimations de 2025 et les perspectives pour 2026. De ces échanges, il est attendu des recommandations susceptibles d'accroître l'offre de biens et de services essentiels pour les populations. Tenue de la 34e session du conseil d'administration de l'école de maintien de la paix à Aline Blondin Mbeya. Cette session permettra à l'école de poursuivre la mise en œuvre de ses axes stratégiques sur le plan institutionnel et académique. Mamadou Fani. Cette 34e session ordinaire du conseil d'administration de l'école de maintien de la paix à Aline Blondin Mbeya s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal de l'école. La configuration constante des défis sécuritaires nécessite des réformes permanentes, toutes choses que l'école s'attelle à faire régulièrement. La tenue de la présente session permettra ainsi aux administrateurs de faire face à de nombreux défis. L'année 2025, nous avons eu à réaliser plus de 3000 formations, plus de 3000 personnes ont été formées au niveau de l'école. Ça, c'est les formations de courte durée. Maintenant, concernant les formations de longue durée que nous avons ici au niveau de l'école, nos masters, nous avons une promotion qui est sortie, un master en maintien de la paix et une promotion qui est rentrée. Nous avons le défi en fait de la digitalisation. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons déjà en fait un cours qu'on appelle connaissance fondamentale des opérations de paix, qui a une partie qui est en ligne. Nous voulons mettre en fait tous nos masters en ligne. On aimerait construire de nouvelles salles de cours, de nouveaux dortoirs, de nouveaux bureaux et surtout un nouvel amphithéâtre. Parce que l'amphithéâtre que nous avons aujourd'hui à disposition au niveau de l'école, c'est un amphithéâtre de 200 places. Cet amphithéâtre en fait n'est pas suffisant pour accueillir l'ensemble de nos stagiaires. Au-delà de ces défis, l'école de maintien de la paix à Aline Blondin Mbeya reste une école de référence qui attire de plus en plus d'autres partenaires. C'est l'occasion aussi de renouveler avec force et solennité l'engagement des plus hautes autorités de notre pays à soutenir pleinement l'école de maintien de la paix à Aline Blondin Mbeya dans l'accomplissement de sa mission au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale. Cette 34e session du conseil d'administration de l'école est l'occasion pour les autorités de renouveler leur engagement à accompagner la mise en œuvre des réformes structurelles engagées et à mobiliser les ressources humaines de qualité adaptées aux besoins du moment. 6e comité de certification et de signature électronique. Ce comité a pour mission la promotion de la gestion de la certification et de la signature électronique au Mali. Il est rattaché au secrétariat général du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous retrouvons Mamadou Fani. La 6e session du comité de certification des signatures électroniques se tient dans un contexte marqué par la digitalisation croissante des services publics et privés. Il s'agit pour ces administrateurs de faire le point de l'évolution des travaux du comité et d'examiner les sujets majeurs relatifs à l'évolution de la certification et de la signature électronique au Mali. Depuis un certain moment, comme on le dit dans nos autres sessions, nous sommes en train d'opérationnaliser la certification et la signature électronique. Aujourd'hui, nous sommes assez satisfaits du bilan de l'année 2025 grâce à un appui financier du ministère de l'économie et des finances. À travers le projet PAFEM, nous avons pu organiser certaines activités et nous prévoyons l'acquisition des infrastructures nécessaires à la certification et la signature électronique courant 2026, Inch'Allah. La signature électronique, c'est un outil qui est à la disposition non seulement de l'administration, du secteur privé et des citoyens. Donc tout le monde pourra y avoir accès. Le comité examinera le compte rendu et les recommandations de la session extraordinaire du 28 mai dernier. Le programme d'activité 2026 sera aussi au centre des discussions. Il nous appartient désormais de transformer ces recommandations en une feuille de route opérationnelle. L'année 2026 devra être, à ce titre, celle de l'adoption prioritaire des tests réglementaires structurants, de l'acquisition de l'infrastructure nationale à clé publique et de la plateforme de signature électronique et de la délivrance des premières signatures électroniques sécurisées.
La certification et la signature électronique ne sont plus un luxe. Elles sont le fondement de l'État numérique, de la confiance dans les transactions, de la réduction de la corruption, de l'attractivité économique et de l'intégration internationale. La certification électronique est la clé de voûte d'un État numérique. La rencontre permettra de renforcer la confiance et de garantir aux citoyens un environnement numérique sécurisé. Plus de 8 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2025 de l'Institut d'économie rurale IER, soit une diminution de 28,35% par rapport au budget de l'année dernière. Un montant soumis pour validation au cours de la 32e session du conseil d'administration de l'Institut. Le point avec Fantama Magnentao. Structure spécialisée, l'Institut d'économie rurale se présente essentiel dans le domaine de l'agriculture au Mali. La structure, qui tient son 32e conseil d'administration, compte donner plus d'élan à sa vision. Les rapports d'activité et financiers 2024, le projet de budget 2025 étaient entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. Ainsi, les administrateurs ont ressorti les différentes activités réalisées au cours de l'année 2024-2025 et les projets pour l'année 2026. Nous avons proposé au moins 45 projets. Et ces 45 projets, il y a à peu près 37 qui sont des projets issus de rapports de recherche. Et vous avez le reste issu de propositions concrètes de recherche sur le terrain. Donc ce dynamisme qu'on est parvenu à maintenir est réellement en relation avec la résilience de l'IR, mais aussi à l'engagement des chercheurs pour pouvoir continuer toujours à être performants et donc toujours être capable de faire face à la problématique remontée depuis nos agriculteurs. Selon le ministre en charge de l'agriculture, l'un des principaux défis à relever par le gouvernement de la République du Mali est l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour toute la population malienne. Le Mali a besoin d'une agriculture performante, reposant sur des technologies générées par la recherche agricole. Et pour y parvenir, les activités de recherche de l'Institut d'économie rurale s'inscrivent parfaitement dans cette logique de renforcer la résilience des exploitations agricoles par l'adoption de technologies climato-intelligentes et de favoriser la modernisation de l'agriculture dans les différentes chaînes de valeur de nos filières agricoles. Ici est le lieu indiqué pour remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le général de division Ablaye Maïga, premier ministre chef du gouvernement, et l'ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien constant dans le cadre de la sécurisation des terres de recherche agricole. À noter que l'Institut d'économie rurale est engagé à la résolution de l'épineux problème de production agricole dont souffre le Mali. Les membres du comité d'orientation et de pilotage du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM, tiennent la 3e session de leur comité de pilotage. Au cours de cette session, les membres du comité analyseront le rapport de 2025 et le plan de travail de 2026 et son budget annuel qui se chiffre à plus de 5 milliards de francs CFA. Djamba Moussa Konati. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM, au titre de 2026. Cette 3e session du comité de pilotage du PEDIRAM se tient dans un contexte de soulagement avec la reprise des décaissements pour le financement des activités du programme depuis octobre 2025. Le plan de travail 2026 du PEDIRAM portera sur des travaux d'investissement structurants et productifs dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, entre autres. Nous avons des aménagements de mares à faire dans le domaine de l'aquaculture, la fixation des berges, la réalisation de clusters dans le domaine aquacole, l'installation des fournisseurs d'alevins. Notamment, on va les accompagner aussi en termes d'infrastructures. Nous avons la construction et l'équipement des services techniques de pêche. La première phase du PEDIRAM avait pour objectif de contribuer à la réalisation d'infrastructures de production
et de commercialisation du bétail ainsi qu'à la réalisation de points d'eau potable et d'air de pâturage. Les objectifs sont les suivants. La promotion économique et sociale des femmes, des jeunes et des hommes en milieu rural et périurbain. La souveraineté et la sécurité alimentaire du pays, la réduction de la pauvreté rurale, la modernisation de l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie, la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, l'augmentation et la contribution du secteur rural à la croissance économique et enfin l'aménagement agricole équilibré et cohérent du territoire. Financé par la Banque islamique de développement, le PEDIRAM doit produire environ 15 000 tonnes de poissons par an, plus de 400 000 œufs et 15 490 tonnes de viande de poulet par an, au bénéfice de 2 millions de personnes vivant dans les exploitations agricoles familiales. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, a procédé hier au lancement de l'atelier du processus d'évaluation de la contribution déterminée au niveau national de deuxième génération ainsi qu'à l'élaboration de la CDN de troisième génération du Mali. Les détails avec Ibrahim Kaokonate et Al-Kaw Traori. Le Mali figure parmi les États sahéliens les plus exposés aux effets du changement climatique, notamment la désertification, la variation pluviométrique et les inondations. Face à ces menaces, les experts nationaux et internationaux ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont réunis pour échanger sur l'évaluation de la contribution déterminée au niveau national de la deuxième génération et l'élaboration de la troisième génération. La vision Malikura Nyeta Sira Kaben Sam Bafla Ani Biworoni Sabama propose un modèle de développement fondé sur la souveraineté, la résilience, la justice sociale et la durabilité. C'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui une nouvelle étape décisive pour le Mali. L'évaluation rigoureuse de la mise en œuvre de la CDN deuxième génération et l'élaboration de la CDN troisième génération couvrant la période 2026-2035 doivent permettre de capitaliser sur les acquis, identifier les insuffisances et surtout formuler des mesures réalistes, hiérarchisées et finançables. La rencontre vise à renforcer l'engagement des différentes parties prenantes afin d'améliorer la réponse du Mali face aux effets du changement climatique. Nous franchissons une étape importante dans le parcours du Mali pour mettre en œuvre ses engagements internationaux en tant que signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce cycle périodique de mise à jour de la CDN revêt un caractère particulier puisqu'il bénéficie pour la première fois d'une forte mobilisation coordonnée et complémentaire de l'ensemble du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers pour accompagner le gouvernement malien tout au long de ce processus. Cet atelier a permis aux experts et aux partenaires de partager le contexte, les enjeux et les méthodologies, ainsi que la feuille de route du processus. 6e comité de certification et des signatures électroniques. Ce comité a pour mission la promotion de la gestion de la certification et de la signature électronique au Mali. Il est rattaché au secrétariat général du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Mamadou Fani. La 6e session du comité de certification des signatures électroniques se tient dans un contexte marqué par la digitalisation croissante des services publics et privés. Il s'agit pour ses administrateurs de faire le point de l'évolution des travaux du comité et d'examiner les sujets majeurs relatifs à l'évolution de la certification et de la signature électronique au Mali. Depuis un certain moment, comme on le dit dans nos autres sessions, nous sommes en train d'opérationnaliser la certification et la signature électronique. Aujourd'hui, nous sommes assez satisfaits du bilan de l'année 2025 grâce à un appui financier du ministère de l'économie et des finances. À travers le projet PAFEM, nous avons pu organiser certaines activités et nous prévoyons l'acquisition des infrastructures nécessaires à la certification et la signature électronique courant 2026, Inch'Allah. La signature électronique, c'est un outil qui est à la disposition non seulement de l'administration, du secteur privé et des citoyens. Donc tout le monde pourra y avoir accès.
Le comité examinera le compte rendu et les recommandations de la session extraordinaire du 28 mai dernier. Le programme d'activité 2026 sera aussi au centre des discussions. Il nous appartient désormais de transformer ces recommandations en une feuille de route opérationnelle. L'année 2026 devra être, à ce titre, celle de l'adoption prioritaire des tests réglementaires structurants, de l'acquisition de l'infrastructure nationale à clé publique et de la plateforme de signature électronique et de la délivrance des premières signatures électroniques sécurisées. La certification et la signature électronique ne sont plus un luxe, elles sont le fondement de l'état numérique, de la confiance dans les transactions, de la réduction de la corruption, de l'attractivité économique et de l'intégration internationale. La certification électronique est la clé de voûte d'un État numérique. La rencontre permettra de renforcer la confiance et de garantir aux citoyens un environnement numérique sécurisé. Enda Mali fête son 30e anniversaire. 3 décennies durant, elle a accompagné les populations locales dans divers domaines, notamment l'accès aux services sociaux de base. La cérémonie d'anniversaire a été couplée à la clôture du programme de prévention de la migration précoce des enfants au Mali. Compte rendu Aminata Brima Ouidrago. Porté sur les fonds baptismaux vers les années 90, l'ONG Enda Mali comptabilise 30 ans d'existence, 30 ans de travail intense aux côtés des jeunes et des couches vulnérables de la population malienne. L'objectif, c'était effectivement contribuer aux côtés de l'État justement à réaliser les différentes stratégies nationales pour que la population vulnérable, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, puisse vraiment avoir les capacités et être actrice vraiment de son développement personnel. Enda Mali est une organisation locale, mais qui est membre de l'organisation internationale Enda Tiers Monde. Nous, on ne va pas arrêter le travail, on va continuer, mais bien sûr, il faut qu'on ait l'appui des partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent. Durant 360 mois, Enda Mali a laissé des traces dans chaque région du Mali. Anka commune là, demsenu école sola, aye école sodla, minu yoromi tinyana yadla kadama. Ils ont été présents pour écouter. Ensemble, nous avons donné aux enfants et aux jeunes la possibilité de s'exprimer. Au rang de ces réalisations, également, l'accompagnement des jeunes dans leur carrière entrepreneuriale. Je connais aujourd'hui un enfant qui était presque perdu, marginalisé, qui s'est drogué. Et aujourd'hui, il a fondé un foyer avec 3 femmes. Donc il fallait donner la chance à tous les jeunes victimes de marginalité vraiment d'être récupérés. Enda a beaucoup fait, mais Enda ne peut pas tout faire. Pour arriver à ce 30e hivernage, le chemin de Enda Mali a été truffé d'embûches et de combats. Toutefois, elle est restée debout face aux multiples défis à relever. Parmi eux, le programme de prévention de la migration précoce des enfants au Mali. Un programme dont la clôture a donné plus d'éclat à cet anniversaire. Dans le cadre de la session des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, les médias publics des 3 pays ont initié des débats sur les acquis des 3D, défense et sécurité, diplomatie et développement. Des débats qui seront diffusés sur les chaînes des 3 pays à partir de ce soir. Le premier volet sur la diplomatie a été réalisé par le Niger que nous vous proposons dans nos programmes ce soir. Mais déjà, je vous propose de suivre un extrait avec nos confrères de la télévision nigérienne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur Télé Sahel et bienvenue dans l'appel de la patrie. À l'approche du sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, prévu les 22 et 23 décembre, nous revenons ce soir sur un chapitre central de l'actualité, la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel. Une diplomatie assumée, affirmée, parfois déroutante pour certains, mais clairement orientée vers un objectif. Quel bilan tirer de cette nouvelle posture? Quel acquis? Quelle rupture? Quelle perspective? C'est tout l'enjeu de notre échange de ce soir. Le bilan qu'on peut faire depuis que la AES est là, c'est qu'on a quand même pris beaucoup de décisions importantes qui sont en train de dérouter tous les calculateurs, les laboratoires politiques
des pays qui nous ont pendant longtemps de l'impérialiste, on va dire, et qui nous ont pendant longtemps minimisés, qui croient qu'on ne sera que toujours à leur solde, et ils ont vu qu'on est capable de prendre des décisions. Pourquoi la diplomatie de l'AES, elle est assumée? Elle est assumée, je pense, pour plusieurs raisons. D'abord, elle ne se justifie plus. Avant, quand un pays de l'Afrique prend une décision, très tôt, il faut aller sur les plateaux de télévision, tenter de rassurer le maître que voilà, on ne sait pas à son encontre. Désormais, la diplomatie de l'AES est une diplomatie assumée parce qu'elle ne se justifie pas. Deuxièmement, elle traite d'égal à égal. Elle traite d'égal à égal. Vous avez vu lorsque nous avons décidé de nous retirer du traité de Rome, dont le président dont la conséquence a été le retrait de nos 3 pays du protocole créant la Cour pénale internationale, nous l'avons assumé, nous n'avons justifié ça auprès de personne. C'est une des marques que c'est dans le style. Aujourd'hui, c'est direct. L'AES ne transige pas. Demain, vous pourrez suivre le débat sur la défense réalisé par la RTB et dimanche, le volet développement produit par l'ORTM. Je vous le disais, les Aigles du Mali sont cités à la CAN Maroc 2027 parmi les outsiders. Cette 14e participation est attendue par les supporters. Le capitaine Yves Bissouma et ses partenaires confiants ont reçu sur place à Casablanca le drapeau national des mains du ministre en charge des sports au nom des autorités de la transition. Siragatou Sissé nous présente l'équipe du Mali. 2e en 1972, 3e en 2012 et 2013, les Aigles du Mali seront-ils capables de remporter le trophée de la CAN au Maroc en 2025? Et cela pour la première fois de l'histoire? Les Aigles vont enchaîner une 10e participation consécutive en 14 phases finales. Quart de finaliste en 2024 en Côte d'Ivoire, le Mali a mûri et tiré les enseignements de cet échec. Sous l'impulsion du sélectionneur Tom Saint-Fit, les Aigles vont se donner les moyens au royaume chérifien. Le capitaine Yves Bissouma de Tottenham sera épaulé par le gardien Djigui Diarra de Young African de la Tanzanie, Sikou Nyakate de Braga au Portugal, Alou Dieng d'Al-Ahly d'Égypte, Kamourou Doumbia de Brest en France et Lassine Sinayogo de l'AG Auxerre en France. Les Aigles du Mali, en rang serré, sont donc investis d'une mission. Vous êtes tous le Mali. Donc vous travaillez pour le Mali. Vous vous battez pour le Mali. Et on compte sur vous parce que nous savons que vous pouvez relever tous les défis. Il suffit juste de vous donner les moyens de le faire. Et c'est par la volonté. Je pense que chacun de vous, vous savez quelle mission vous êtes en train de remplir aujourd'hui. Et nous comptons sur vous. Bonne chance et vous avez toutes nos bénédictions. Au nom du président de la transition, je vous remets le drapeau. Nous savons la tâche qui nous attend. On aura besoin de vos bénédictions. On aura besoin de la bénédiction de tous les Maliens. Parce qu'on sait très bien que ça ne va pas être facile. Mais on croit, comme on le dit, le rêve il est permis. Et nous, ici, tous ici, mes coéquipiers, le staff, tout le monde, on rêve de rentrer à Bamako avec cette coupe. Les supporters nostalgiques rêvent de voir ces aigles monter sur le toit de l'Afrique. Bonne chance donc à nos aigles et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie.
voie, nous l'avons choisie au prix de nos vies.